Aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble de comment est-ce que tu pourrais identifier des points d'amélioration dans ton budget et de comment est-ce que tu pourrais mieux gérer ton argent et du coup garder plus d'argent chaque mois pour faire des investissements, rembourser tes crédits, etc., etc. Et pour faire ça, on va utiliser ensemble une étude de l'INSEE qui va nous permettre de nous comparer à la moyenne nationale et de voir un petit peu où est-ce qu'on dépense plus que les autres, où est-ce qu'on dépense moins que les autres et comment est-ce qu'on épargne par rapport au reste de la France. Mais avant qu'on commence, si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Thomas et sur cette chaîne on parle de finances personnelles, on parle d'argent, comment gérer son argent, de comment garder son argent, économiser son argent, investir son argent, avoir plus d'argent en général. Et donc si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne tout simplement et peut-être à laisser un petit like sur la vidéo si jamais la vidéo te plaît. Dans la vidéo précédente sur le budget qu'on avait posté au début du mois de janvier, on avait parlé ensemble de l'importance de faire un budget, de comment bien faire son budget et de comment le respecter. Dans cette vidéo, on avait parlé ensemble des 3 grands postes de dépenses qu'il y avait à déterminer, donc tes besoins, tes envies et ton épargne. On avait dit ensemble qu'un bon ratio, c'était d'avoir 50% de tes revenus qui sont alloués à tes besoins, logement, transport, nourriture, santé, etc. 20% de tes revenus qui sont alloués à ton épargne et 30% des revenus qui sont alloués à tes envies. Mais ce dont on n'avait pas parlé, c'est de comment est-ce que tu peux identifier des points d'amélioration. Parce que peut-être que quand tu fais ton budget par rapport à l'année dernière, tu vas te dire en fait chaque mois je dépense trop sur telle catégorie et je dépense moins que ce qu'on s'était dit sur telle catégorie. Donc par exemple, je sais pas, peut-être que tu vas être à 60% de tes revenus qui partent dans tes besoins, seulement 5% de tes revenus qui partent dans ton épargne et le reste qui part dans tes envies. Bon, on n'avait pas parlé de comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça, et là aujourd'hui c'est de ce dont on va parler. Donc on va parler ensemble de comment est-ce qu'on peut se comparer aux autres grâce à cette étude de l'INSEE et identifier potentiellement des points d'amélioration qu'on a sur nos finances personnelles. Alors l'étude dont je parle dans cette vidéo, je vais vous mettre le lien dans la description, je vous invite à aller la consulter, c'est très intéressant. Cette étude-là, elle a été postée début décembre et en fait elle reprend la consommation des ménages sur l'année 2019. C'est pas sur l'année 2020 parce que du coup là, ils mettent un an visiblement à publier ces résultats-là. Et donc du coup ils ont publié en décembre 2020 l'étude pour 2019, l'étude sur les ménages de 2019. Donc du coup voilà, il y a un an de décalage, mais dans tous les cas ça reste intéressant de se poser la question, surtout qu'en plus pour le coup il y a certaines données qui seraient faussées par la crise sanitaire pour l'année 2020. Et donc du coup c'est intéressant de prendre une année un peu normale, entre guillemets, pour cette étude-là. Et donc dans cette étude elle parle de la consommation des ménages mais aussi de leur épargne, et donc on va tout de suite commencer par l'épargne parce que c'est une partie importante. Donc si on va tout en bas du document, on a un petit graphique qui nous montre l'épargne des Français, l'évolution de l'épargne des Français sur les dernières années depuis 1975, et ce qu'on voit c'est que les Français épargnaient beaucoup en 1975, environ 22%, et que maintenant ils épargnent beaucoup moins, environ 15%. Donc ça c'est la première ligne, celle qu'on voit au-dessus, et ensuite il y a une deuxième ligne qui du coup est l'épargne financière des Français. Donc dans cette épargne de 15%, il y a 5% à peu près de l'épargne des Français qui est ce qu'ils appellent de l'épargne financière. En dessous du tableau, on a un petit disclaimer qui nous explique un petit peu, qui nous dit un petit peu à quoi correspond cette épargne. Et ce que nous dit l'INSEE, c'est que pour eux, l'épargne des ménages peut être utilisée soit pour l'investissement, soit pour des placements financiers ou des remboursements d'emprunts. Donc ça, c'est un premier point qui est assez important, c'est que l'INSEE considère que l'épargne, que les remboursements d'emprunts rentrent dans l'épargne. On va pas tout à fait être d'accord là-dessus parce que, et du coup, c'est un premier point dont il faut qu'on parle, c'est que pour moi, les remboursements d'emprunts, c'est pas de l'épargne. On va prendre ensemble l'exemple de remboursement d'un prêt voiture par exemple. Un prêt voiture, si tu le rembourses tous les mois, c'est pas de l'épargne, c'est du remboursement, et ça va dans ta catégorie de transport peut-être éventuellement, ça fait partie de tes besoins, on est d'accord, mais c'est pas de l'épargne, c'est pas de l'argent que tu mets de côté ou de l'argent que tu investis. Donc pour moi c'est pas trop de l'épargne. Un prêt immobilier, tu pourrais argumenter que c'est de l'épargne, on verra plus tard dans une autre vidéo pourquoi est-ce que c'est mon avis, mais je pense que tu pourrais argumenter qu'effectivement qu'un prêt immobilier c'est de l'épargne. Mais un prêt à la consommation, un prêt que tu as utilisé pour faire ton mariage, pour acheter une télé, pour changer un meuble, par exemple tu as eu besoin de changer ta cuisine, je sais pas, tu as fait un prêt pour ça, pour moi ça c'est pas de l'épargne. Et donc déjà là on a un premier problème avec cette étude pour moi, c'est que il y a la distinction entre l'épargne et la consommation, elle n'est pas faite correctement. Donc c'est un point à garder en tête au fur et à mesure de cette vidéo quand on va voir un peu les différents points de l'étude. Je pense que c'est important de garder en tête que la conception de l'épargne n'est pas forcément la bonne à mon avis. Mais donc ce qu'on constate globalement sur l'épargne des Français, c'est qu'elle est insuffisante. C'est qu'on se dit 15% c'est en dessous des 20% qu'on vise, et en plus si dedans il y a les remboursements d'emprunt, ça fait vraiment peu d'épargne en France, et on se rend compte en fait de pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui sont dans des difficultés financières en France. C'est qu'en fait il y a très peu de gens qui ont un niveau d'épargne qui est suffisant pour s'assurer des matelas de sécurité confortables, et de l'investissement pour ensuite faire travailler leur argent et pouvoir se rapporter plus d'argent par la suite. Et ensuite du coup quand on commence à regarder la consommation des ménages, ce qu'on va voir c'est qu'on va avoir la possibilité, même si l'INSEE ne raisonne pas de la même manière que nous en termes de besoins, envie, épargne, on va quand même pouvoir identifier des catégories qui sont plus du besoin et des catégories qui sont plus de l'envie. Effectivement, si on regarde les 3 plus gros postes de dépenses sur l'étude, c'est le premier le logement, le deuxième le transport
et le troisième, la nourriture, avec respectivement 26,5% des revenus qui sont alloués au logement, 14,3% des revenus qui sont alloués au transport, et 13,2% des revenus qui sont alloués à la nourriture. Donc ça, c'est les trois plus gros postes de dépenses, et du coup, c'est les plus importants, et ces trois-là, à eux seuls, déjà constituent 54% de l'utilisation des revenus des Français. Ensuite, on a des catégories qui prennent un peu moins de place, mais qui sont malgré tout des besoins. La santé, 4%, pas de doute, ça c'est un besoin. Les communications, pour moi, c'est un besoin. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de gens qui s'imagineraient vivre sans téléphone, sans connexion Internet en France, donc c'est des besoins, 2,3%. L'éducation, 0,5%, donc là c'est un petit peu tristouné, parce que 0,5% uniquement de l'argent qui est consacré à l'éducation dans ce pays, c'est un peu triste. Alors j'imagine que dans cette catégorie-là, ils entendent peut-être plutôt l'éducation des enfants, les coûts qui sont alloués à l'éducation des enfants, aux frais de scolarité, tout ça, mais malgré tout, ça reste très très faible, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a peu d'argent qui est alloué par les Français sur l'éducation, et je pense que ça vaut le coup de noter. Et ensuite, on a des catégories que je dirais un petit peu plus grises, on a deux catégories notamment qui sont un peu plus grises, qui sont la catégorie habillement, chaussures, et la catégorie équipement du logement. Pourquoi est-ce que pour moi ces deux catégories sont grises? C'est parce que elles pourraient être à la fois des besoins et à la fois des envies. Comme je le disais dans la vidéo sur le budget, si on arrive en hiver, que tu as déjà deux manteaux, que tu rachètes un troisième manteau, alors que les deux autres sont parfaitement en bon état et qui sont parfaitement fonctionnels, c'est de l'envie. Si par contre on arrive en hiver, que tu n'as pas de manteau, ou que ton manteau il est tout troué, il est bon pour la poubelle, et ben du coup à ce moment-là c'est plutôt du besoin. Là il y a une distinction qui se fait. Pareil sur l'équipement du logement, ta machine à laver tombe en rade, tu as besoin d'une nouvelle machine à laver, c'est pas superflu, tu peux pas vivre, c'est compliqué aujourd'hui de vivre sans machine à laver et sans laver ses vêtements. Bon, voilà. Il y a une nouvelle table basse qui sort chez Ikea, ta table basse à toi est parfaitement fonctionnelle et en parfait état, bon bah là t'as pas besoin de changer ta table basse et tu le fais par envie. Donc du coup ces deux catégories-là elles sont un petit peu grises parce que ça peut être à la fois du besoin, à la fois de l'envie. Il y a des catégories où il n'y a pas d'ambiguïté, la santé c'est une catégorie sans ambiguïté, quand tu vas chez le médecin c'est pas un choix, donc c'est pas une envie que tu as d'aller chez le médecin, donc c'est du besoin. Bon bah là ces deux catégories-là elles sont un peu grises. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en prendre uniquement une des deux, je vais prendre la catégorie habillement et je vais la rentrer dans la catégorie besoin, et je vais du coup laisser la catégorie équipement du logement dans la partie envie, et donc du coup ça fait à peu près moite-moite, un peu de choses près. Et ce qu'on constate c'est que du coup si on fait l'addition de toutes les catégories besoins dont on vient de parler, on arrive à un chiffre de 64,4%. Ça veut dire que déjà, par rapport à notre objectif, à nous, qui est d'être à 50% maximum de dépenses sur les besoins, on se rend compte que la moyenne française est à 64,4%, largement au-dessus, très très au-dessus. Et du coup, ça c'est un premier point de réflexion, c'est que les comportements en moyenne en France, par rapport au budget, sont pas très sains. La première chose qu'on peut constater. Et si je reviens au point que j'avais fait précédemment sur l'épargne, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a dans les catégories besoins, donc là on a le logement, le transport, ce qu'on voit c'est que par exemple pour le logement, il y a une petite catégorie loyer imputé, il y a une petite astérix qui nous dit concerne les loyers imputés. Les loyers imputés, qu'est-ce que c'est? Les loyers imputés, c'est les loyers que tu aurais eu à payer si tu n'étais pas propriétaire globalement. C'est les loyers ou des loyers fictifs que tu te verserais à toi-même en tant que propriétaire si tu étais ton propre locataire. L'idée derrière les loyers imputés, c'est ça. Bon, du coup en fait, ce que c'est que les loyers imputés, c'est des remboursements d'emprunt tout simplement. Si tu as encore ton crédit pour ta maison ou ton appartement, le loyer imputé en fait c'est un remboursement d'emprunt. Donc ce qu'on voit là, c'est que, et pareil pour les voitures par exemple, pour les transports dans les 14,3%, il y a sûrement du remboursement de crédit qui est compris dedans, sinon ça me paraît très 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 haut comme chiffre. Et donc du coup ce qu'on voit c'est qu'il y a à la fois de l'épargne et à la fois de la dépense et c'est là où cette étude là pour moi elle perd un petit peu en lisibilité sur ce point là. Et donc du coup ce qu'on voit c'est qu'il y a en fait très peu d'épargne chez les Français, puisque le reste de l'épargne doit être en fait dans les 12,5% qui restent en bas, qu'on voit autres services. Mais du coup là c'est pareil, on n'a pas le détail de ce que sont ces autres services. Ce que ça nous permet juste de voir cette étude là un petit peu, c'est que globalement il y a 65% des revenus des Français qui sont alloués vers les besoins, il y a 35% des revenus des Français qui sont alloués vers le reste, vers les envies, et peut-être un petit peu vers l'épargne, mais encore une fois, ça manque de lisibilité, et que dans tout ça, dans toutes ces dépenses-là, l'INSEE considère qu'il y a 15% d'épargne. Ce qui est encore une fois discutable, à mon avis, c'est un point qui est discutable. Mais ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est que ça te donne quand même quelques points de réflexion. Ça te permet toi de te comparer, parce que c'est pas facile toujours de se comparer, c'est pas facile d'aller voir tes proches, tes amis, et de leur dire toi tu dépenses combien tous les mois en loyer, en remboursement d'emprunt sur tel et tel secteur, nanana, et c'est difficile de se comparer. Donc cette étude-là, elle a cet intérêt-là qu'elle te permet de te comparer aux autres, à la moyenne du coup, à la moyenne nationale, et de déterminer où est-ce que tu dépenses trop, où est-ce que tu es bien, où est-ce que tu es très bien. Par exemple, si tu constates que tu dépenses 35% de tes revenus dans ton logement, bon bah du coup t'es trop haut. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour réduire ça? Pareil, si tu dépenses 20% de tes revenus dans ta voiture, dans ton transport, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Est-ce que tu as vraiment besoin d'une voiture? Est-ce qu'il n'y a pas de transports en commun qui peuvent te permettre de faire des économies là-dessus? Est-ce que tu peux pas changer d'assureur pour réduire ton
coût d'assurance voiture, etc., etc., etc. Donc cette étude-là, elle a cet intérêt-là, qu'elle va te permettre de te poser des questions et de te comparer toi par rapport à cette étude-là, par rapport à la moyenne des Français, et de déterminer des points d'amélioration dans ton budget. Et l'idée derrière cette amélioration-là, c'est de dégager plus de revenus sur des postes de dépenses qui sont importants pour toi. Donc le remboursement des crédits, l'épargne, l'investissement, etc., etc. Ce benchmark-là, en fait, cette façon de se comparer-là, toi, ton objectif, ça doit être de te dire, il faut que je sois mieux que tout le monde sur ces dépenses-là, il faut que j'optimise mes dépenses au maximum pour être mieux que tout le monde sur ces dépenses-là, et te dire, bon bah voilà, par exemple, sur la catégorie envie, c'est assez simple de réduire la catégorie envie. Par exemple, bon bah voilà, le restaurant, tu vas te dire, 7,7% de mes revenus qui vont au restaurant ou à l'hôtel tous les mois, bon c'est peut-être un peu beaucoup, peut-être qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Bon bah écoute, si j'arrive à diminuer de moitié mes sorties au restaurant, au final j'économise plus de 3,5% sur mes revenus. Ces 3,5% aussi, je les mets sur mon épargne, bon bah tout de suite je fais augmenter mon niveau d'épargne. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des catégories qui sont plus impactantes que d'autres quand tu veux faire des améliorations sur ton budget. Typiquement, si tu améliores la gestion de ton budget logement, ça a beaucoup plus d'impact que si tu améliores ton budget communication. Quand tu fais une réduction de 25% de tes frais de logement par rapport à une réduction de 25% de tes frais de communication, l'impact sur ton budget et sur ta disponibilité financière, il n'est pas le même. Et donc ça, c'est une question qui est importante de se poser, et c'est une notion qui est importante à comprendre, c'est que toutes les dépenses ne sont pas égales, et même si effectivement il y a des dépenses besoins, il y a des dépenses envie, etc., toutes les dépenses même dans ces catégories-là ne sont pas égales et elles n'auront pas le même impact sur tes finances personnelles. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a certaines petites catégories qui ne valent pas le coup d'être réduites. Typiquement, la catégorie alcool et tabac, 3,8%, c'est une catégorie qui s'élimine bien, quoi. Je veux dire, ça chagrine moins de supprimer la catégorie alcool et tabac que de sacrifier la catégorie, par exemple, éducation. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Ça te permet quand même, si tu commences à réfléchir un petit peu comme cette étude-là en termes de dépenses, ça va te permettre sûrement de sortir un petit peu d'argent et de te poser et de mettre un peu plus d'argent de côté et d'investir un peu plus d'argent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je le disais dans les vidéos précédentes, c'est important de faire son budget, c'est important de commencer à se poser les bonnes questions sur ses finances personnelles. C'est vrai qu'on a tendance à préférer à vouloir tout de suite aller investir, ou du moins moi c'est mon cas, moi j'aimerais plutôt me concentrer sur la partie investissement, sur la partie qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux faire travailler mon argent, tout ça. Malheureusement, une des premières étapes qui est vraiment indispensable, c'est de reprendre le contrôle de son argent avant de commencer à pouvoir en faire ce qu'on veut. Il faut commencer d'abord par pouvoir reprendre le contrôle de son argent, et reprendre le contrôle de son argent, ça passe par ce type d'exercice-là, par ce type de travail, de se dire voilà, j'ai besoin de déterminer où est-ce que je peux faire des améliorations sur mon budget, qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment est-ce que je peux devenir meilleur sur la gestion de mon argent, comment est-ce que je peux sans forcément augmenter mes revenus en plus pour le coup, sans augmenter mes revenus, comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir plus d'argent disponible pour assainir ma situation financière et ensuite pouvoir investir. J'espère que la vidéo donc t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit like, pense à t'abonner, pense à la partager, pense à commenter si jamais tu as une opinion là-dessus, ce sera fort apprécié. Je te remercie et je te souhaite une excellente journée et à ciao.